Je vais quand même avoir une vue un peu plus macroscopique aujourd'hui, hein. Au lieu de regarder à l'intérieur des cours, je vais essayer de voir le système en général. Donc, si vous pouvez me permettre, là, je vais lancer une présentation que j'aurai en arrière-plan pendant que nous parlerons. Voilà. Donc, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord remercier l'équipe du CLIDEM de m'avoir invité à participer aux activités de leur séminaire et de m'offrir l'opportunité de réfléchir avec eux sur ce à quoi pourra ressembler ou pourrait ressembler l'enseignement des langues aux États-Unis dans un contexte de l'après-Covid. D'accord. Je voudrais commencer peut-être par un constat. L'enseignement des langues dans les universités américaines va mal, très mal, et cela ne date pas de hier. Pour être franc, je ne sais pas si au final, la pandémie liée au Covid va aggraver ou atténuer ce mal. Mais je sais que si l'enseignement des langues aux États-Unis veut avoir un avenir, celui-ci devra nécessairement passer par une remise à plat de ce qu'on fait actuellement. Car la vraie question qu'on devrait se poser, ce n'est pas de savoir si l'enseignement des langues aux États-Unis a un avenir, mais plutôt de savoir s'il a un avenir tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Je pense que le Covid peut être l'événement dynamiteur dont nous avions besoin pour finalement prendre conscience que l'on ne peut ni continuer à faire comme si de rien n'était, ni faire dans les demi-mesures. La pandémie a ouvert un créneau, c'est à nous de l'exploiter. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être quelques mots sur la pertinence du terme après-Covid. Je suis fermement convaincu que la pandémie liée au Covid, loin d'être anodine, marquera profondément le monde universitaire, et cela bien après que nous aurons laissé derrière nous le traumatisme collectif que nous avons vécu. Je pense aussi que la pandémie constitue, pour reprendre une notion introduite par Marcel Mauss, un fait social total, c'est-à-dire qu'elle engage dans ses causes comme dans ses effets la totalité de la société et ses institutions. Dans un registre un peu différent, comme l'a dit Diana, j'ai soutenu en juin dernier, lors de mon intervention dans le séminaire sur les distances apprivoisées, que la pandémie représentait ce qu'on appelle en sciences politiques un événement charnière, c'est-à-dire un événement qui affecte de manière fondamentale la façon dont nous appréhendons et nous agissons dans le monde qui nous entoure. Bien qu'il soit encore tôt pour tirer un bilan définitif de l'épidémie, car le virus circule encore avec virulence aux États-Unis, tout laisse à croire que cette pandémie liée au virus sera un tel événement et que l'on distinguera très clairement un après-Covid dans lequel toutes nos pratiques quotidiennes se retrouveront radicalement bouleversées et transformées. Alors, je vais passer sur un plan, d'accord. Je vais dans ce plan, voilà. Je vais essayer, alors attendez, voilà. Je vais essayer de rapidement analyser l'impact qu'a eu le Covid aux États-Unis, aussi bien sur l'enseignement supérieur que sur l'enseignement et l'apprentissage des langues. Pour ce faire, je vais d'abord faire un rapide état des lieux pour que vous puissiez vous repérer dans un contexte qui ne vous est peut-être pas très familier. Après ce survol, je tenterai dans un deuxième temps de cerner quel a été l'impact immédiat du Covid, tout en tentant d'articuler ou d'anticiper quelles pourraient en être quelques-unes des conséquences à long terme. Et finalement, dans un dernier temps, je mettrai en avant un plan qui, je l'espère, permettra à ceux d'entre nous engagés dans l'enseignement des langues aux États-Unis à faire face avec succès aux défis de l'après-Covid. Vous m'excusez, je suis sur des très petits ordinateurs, donc vous voyez mes yeux passer de droite à gauche, parce que je suis en train de passer d'un texte à la caméra de Zoom.
Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à faire 4 petites précisions. Voilà. Premièrement, comme chacun sait, le système universitaire américain est un écosystème complexe où se côtoient universités de recherche privées, universités d'État avec une vocation plus portée sur l'enseignement et la formation, les collèges d'arts libéraux, les collèges communautaires, et puis j'en passe. Il est donc inévitable que tout constat dressé et que toute solution proposée ne puisse pas être adaptée à toutes les circonstances. Deuxièmement, les statistiques que je vais partager avec vous, elles proviennent de sondages réalisés tous les 3 ans auprès des départements et programmes de langue par le Modern Language Association, le MLA, une association d'universitaires dont la mission est de renforcer l'apprentissage et l'enseignement des langues dans les universités américaines. Or, pour des raisons évidentes, le MLA n'a pas pu mener à terme l'enquête qui était due à la fin de 2019. Il va donc nous falloir extrapoler certaines conclusions à partir de données qui ne sont pas complètes. Troisièmement, il est impossible d'évoquer l'avenir de l'enseignement des langues aux États-Unis sans tenir compte du contexte institutionnel dans lequel elles s'inscrivent. En effet, l'avenir de l'enseignement des langues est étroitement lié à celui des universités américaines en général. Et alors qu'il était possible jusqu'à récemment d'envisager une réforme de l'enseignement des langues à l'intérieur d'un modèle qui se voulait pérenne, après le Covid, il nous faudra plutôt considérer l'éventualité de la refonte à l'intérieur d'un système qui sera lui-même remis en question. Et finalement, on ne doit pas oublier que l'enseignement des langues traversait déjà une crise aux États-Unis avant même l'apparition du Covid. Or, cette crise, qu'on pourrait qualifier d'existentielle, n'est nullement liée à une pédagogie inadaptée ou de mauvaise qualité qui ferait de l'enseignement des langues un domaine problématique d'un point de vue pédagogique. Donc, on ne peut pas espérer sortir de cette crise en misant uniquement sur la mise en place de pratiques pédagogiques novatrices. À un moment donné, il faudra également réfléchir sur la place et le rôle que tiennent ou pas la didactique des langues dans les politiques institutionnelles et agir en conséquence. Voilà ce que j'avais envie de dire brièvement en tant qu'introduction. Et nous n'avons qu'à passer maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais vous présenter quelques statistiques pour contextualiser l'enseignement des langues aux États-Unis dans la période qu'on pourrait appeler la période de l'avant-Covid. L'enseignement des langues aux États-Unis, c'est 270 langues qu'on enseigne à environ 1 400 000 étudiants dans un peu plus de 2500 institutions. Mais ces chiffres, en soi, ne disent pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est plutôt leur ventilation ou leur répartition. Ainsi, les 15 langues les plus étudiées totalisent un peu moins de 98% des inscriptions d'étudiants. Et les 255 autres langues ne sont étudiées que par un peu plus de 2% des étudiants. C'est cette division d'ailleurs que reprend le MLA quand il divise les langues entre more commonly taught languages et less commonly taught languages, que j'ai traduit par majoritaire et minoritaire, bien que je sais que ces termes posent problème. Encore, il faut noter que parmi ces 255 langues qu'on pourrait appeler minoritaires, seules 9 d'entre elles totalisent plus de 1000 inscriptions en 3 ans au niveau national. Et 190 en totalisent moins de 100. De même, entre 2013, date du précédent sondage, et 2016, le dernier sondage qu'on a, 44 langues sont apparues pour la première fois dans un cursus universitaire et 43 en ont disparu. On doit aussi préciser que le nombre d'étudiants inscrits dans des cours de niveau avancé, c'est-à-dire au-delà de la 2e année d'enseignement,
et le nombre d'étudiants déclarant une langue étrangère comme principal domaine d'études est en chute libre pour pratiquement toutes les langues. Pour vous donner un exemple, sur 6 000 étudiants à Columbia, il y en a un qui a déclaré l'allemand comme langue, comme sujet principal de spécialisation. Alors, sur les 2547 universités qui offrent des cours de langue, seuls 3% parmi elles, donc 72, offrent plus de 16 langues. La grande majorité de ces universités, donc 75%, offrent 6 langues tout au plus. Et c'est les langues traditionnelles, donc espagnol, français, italien, allemand, avec peut-être le russe, peut-être le chinois en addition. Par ailleurs, quand on regarde de plus près quelles sont les langues étudiées, on remarque que pratiquement 65% des étudiants étudient 2 langues, l'espagnol et le français. Les langues que vous voyez, c'est les 15 langues soi-disant majoritaires, plus les autres langues tout à fait en bas, qui sont les langues minoritaires, soit 255 langues qui sont sous le titre « Autres langues ». Pour résumer la situation, je dirais donc que les 4 mots qui viennent à l'esprit pour caractériser l'enseignement des langues au niveau universitaire aux États-Unis, dans la période de l'avant-Covid, sont les suivants: carence, inégalité, volatilité et vulnérabilité. À ces quatre mots, je crois qu'il faudrait en ajouter un autre, celui de crise. Hop. Entre 2009 et 2016, le secteur universitaire de l'enseignement des langues s'est contracté d'environ 16%. Je ne sais pas si vous voyez en bas, entre les 2 dernières colonnes, si vous les totalisez, c'est environ 16%, en termes d'inscription dans les cours de langue. Et ça, le fait que cette baisse est inquiétante n'est pas inquiétant en soi. Ce qui est plus grave, ce qui est bien plus préoccupant, c'est 4 autres choses. La première, c'est justement que le taux de déclin est en train d'accélérer, puisqu'on passe de 6,7 à 9,9. La deuxième, qu'on aperçoit sur ce tableau synoptique, qui représente les inscriptions dans les cours de langue en tant que pourcentage des inscriptions, tous sujets confondus. C'est bien le fait que nous avons connu en 2016 le deuxième taux d'inscription le plus bas depuis que le MLA a commencé à compiler ses statistiques dans les années 60. Troisièmement, c'est le fait que cette tendance à la baisse n'est pas passagère, mais bien historique, comme le montre une simple analyse de régression et qu'en tant que telle, elle devrait donc se poursuivre dans les années à venir. Vous m'excusez, mais j'étais statisticien avant de faire des langues, donc je suis toujours en train de faire des analyses de statistiques. Mais on voit très très bien que une simple analyse de régression nous montre très très bien que cette baisse est complètement historique et continuera probablement dans l'avenir. Et finalement, c'est le fait que la chute d'effectifs qui jusqu'en 2016 ne touchait principalement que les langues dites minoritaires, affecte maintenant la plupart des langues. Ainsi, en 6 ans, le tableau que vous voyez, c'est donc ce qui se passe depuis 2013, depuis 2009. Ainsi, en 6 ans, l'espagnol a perdu pratiquement 10% de ses étudiants, le français 11% et l'italien plus de 20%. Même les langues telles que le chinois et le portugais, qui étaient jusqu'alors en pleine expansion, ont connu des baisses significatives. Pour le portugais, pratiquement 21%. Tout cela nous dit très clairement que le problème auquel les langues sont confrontées aux États-Unis est de nature systémique et affecte le domaine dans sa totalité. Jusqu'à présent, on pouvait arguer que le problème était lié aux langues minoritaires, mais que les langues majoritaires se portaient bien. On ne peut plus avoir ce raisonnement à partir du dernier sondage que l'on a fait. C'est sur cette toile de fond
que de nombreuses universités, dont la mienne, ont annoncé en mars 2020, en raison de l'augmentation rapide des cas actifs de Covid, la suspension de tous leurs cours en présentiel et le passage immédiat vers un enseignement à distance, et cela jusqu'à la fin du semestre, afin de garantir la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage dans un contexte de confinement. Mais comme les États-Unis n'ont jamais réussi à prendre la pleine mesure d'une épidémie qui continue à sévir encore aujourd'hui, la grande majorité des universités ont décidé de continuer l'enseignement à distance pendant toute l'année académique 2020-2021. Et il est même possible, il y a déjà eu des discussions, que si les conditions sanitaires ne s'améliorent pas dans les quelques mois à venir, que ces dispositions soient prolongées bien au-delà de cette date. On est donc en droit de se demander, vu l'impact massif du Covid sur l'enseignement supérieur américain, quels seront les contours de ce monde dans la période de l'après-Covid. Et c'est la question vers laquelle je vais me tourner maintenant, mais en faisant d'abord une petite réflexion ou une petite pensée un petit peu sur comment fonctionne le Covid, quel est son mode de fonctionnement. Pour être bref, je dirais qu'il se présente à la fois comme un accélérateur, un révélateur et un transformateur. En tant qu'accélérateur, le virus amplifie l'impact et les effets de problèmes, certes préexistants, mais qu'on avait jusqu'alors largement éludés ou laissés de côté. En tant que révélateur, il cristallise des tendances et des interrogations dont on n'avait pas encore soupçonné l'existence, mais qui passeront dorénavant à l'avant-plan de l'actualité. Et finalement, en tant que transformateur, il catalyse les événements vers ce que l'on pourrait appeler une nouvelle normalité. Alors, si on regarde chacun de ces fonctionnements dans le contexte de l'enseignement supérieur, on verra qu'en tant qu'accélérateur, le virus aggravera les sérieux problèmes budgétaires auxquels sont confrontées la plupart des universités américaines, et cela depuis la crise de 2008. Les premières données dont nous disposons estiment que les déficits budgétaires liés à la pandémie seront massifs et pourraient atteindre les 183 milliards de dollars pour les seules années 2020-2021. Et même tout le monde est sous le coup de ces déficits. Et même les grandes universités ne sont pas à l'abri. Je vous donne deux exemples. L'Université du Michigan prévoit que ses pertes pourraient atteindre 1 milliard pour l'année qui vient de passer. Et Harvard s'attend à devoir combler un déficit de 750 millions pour l'année prochaine. Mon université parle d'un déficit qui oscille entre un demi-milliard et 700 millions. On n'est pas trop sûr encore. Cette pression budgétaire négative très forte va avoir des effets néfastes pour l'ensemble du secteur qui va devoir gérer à long terme des budgets limités. Et cela va se traduire par une accélération de la suppression de postes, à l'élimination de programmes jugés peu attractifs, et même dans certains scénarios catastrophes, à la fermeture pure et simple d'institutions aux moyens financiers restreints. Nous sommes d'ailleurs, nous qui sommes dans l'enseignement aux États-Unis, déjà les témoins quotidiens de ces conséquences délétères de l'emballement de la machine infernale budgétaire. Budget réduit, salaire gelé, contribution au régime de retraite éliminé, professeurs renvoyés, emplois dans le secteur de l'éducation supprimés, 1 sur 6 quand même. Donc 1 sur 6 emplois ont été supprimés. Mise en congé forcé, départements fermés ou regroupés. Alors, j'ai demandé à des collègues de témoigner de ce qui se passait dans leur université pour un travail que je suis en train d'effectuer. Je voudrais quand même vous en lire un qui m'a frappé. Je passe les statuts Steph et tout ça. Dans mon université, ils viennent d'éliminer la spécialisation en français et en allemand.
les assistants de langue et les programmes à l'étranger. D'autres sont sous le coup de la guillotine dans un proche avenir. Ma seule collègue en français démissionne à la fin du semestre. Ils vont regrouper le département de langue, ou du moins ce qu'il en reste, avec l'anglais, la communication et l'anthropologie. Je pense que je vais devoir enseigner mes cours en anglais parce qu'ils sont en train de sucrer également le language requirements, et donc l'exigence linguistique. Si je pouvais, je donnerais ma démission, mais il faut encore que je tienne. À ce petit jeu de massacre, c'est potentiellement tous les programmes de langue qui sont menacés, puisqu'ils font partie de ceux qui comptent le moins d'étudiants. D'ailleurs, alors qu'un seul programme de langue avait disparu entre 2009 et 2013, nous en avons perdu plus de 650 entre 2013 et 2016, et malheureusement, tout laisse croire que cette tendance s'est non seulement poursuivie, mais s'est même accélérée depuis que la pandémie a commencé à sévir. Donc voilà pour les programmes de langue. Dans une même optique, la pandémie aura probablement une incidence négative sur le taux d'inscription. Ainsi, le taux d'étudiants s'inscrivant pour poursuivre une licence à l'université a encore diminué l'année dernière pour la 9e année consécutive. Pire, cette glissade négative s'est nettement accélérée puisque nous avons observé une baisse de 13% des étudiants s'inscrivant en première année, c'est-à-dire un taux multiplié par 8 par rapport à l'année précédente. Et on ne doit pas oublier que toutes ces pertes vont venir s'ajouter à ceux de la baisse démographique que l'on prévoit dès 2026, qui sera de l'ordre de 15%. Donc, on a déjà des pertes et on va avoir d'autres pertes parce qu'on aura moins d'étudiants qui rentreront dans le système. Cette baisse des taux d'inscription laisse craindre une chute concomitante du nombre d'étudiants inscrits dans les programmes de langue qui, si elle se produit, sera catastrophique puisqu'elle surviendra après les baisses historiques de 2013 et 2016. Tout ceci signifie tout simplement que nous ne pourrons pas, à l'avenir, espérer régler nos problèmes budgétaires en misant sur une hypothétique augmentation des effectifs ou en comptant sur une augmentation des frais de leur scolarité, comme cela a été le cas historiquement. Donc voilà pour, je dirais, la fonction accélératrice du virus. Mais elle a une fonction révélatrice aussi. La noirceur du tableau que je viens de peindre ne doit pas nous enfermer dans un pessimisme généralisé. Il est possible de garder un certain optimisme en raison notamment d'un nombre de développements positifs que la crise a révélés. Le premier, c'est le fait que la crise a permis à l'université de redécouvrir ce qui est de tout temps sa vocation première, enseigner et transmettre. Deuxièmement, le deuxième développement repose sur le fait que l'université a compris qu'elle va devoir faire face à une accélération de la transformation des pratiques pédagogiques et de l'espace éducatif par le numérique dans un avenir très proche, quelque chose qui n'était pas vraiment rentré dans la tête de tout le monde. La pandémie a aussi mis en exergue un troisième facteur essentiel sur lequel devra s'appuyer l'université de demain, la collaboration. Il y a tout à parier que la collaboration intra- et interinstitutionnelle, posée en principe de base, continuera à s'affirmer et aidera l'université à relever avec succès les défis futurs. Et quatrièmement, la pandémie a mis en évidence que tout enseignement doit non seulement dispenser un savoir, mais également viser à établir des relations humaines entre enseignants et apprenants. Il serait fallacieux de croire qu'on pourra, dans l'après-Covid, revenir vers des pratiques pédagogiques où les dimensions émotionnelles, sociales et psycho-affectives de l'enseignement ne soient plus prises en compte.
Mais finalement, et c'est vraiment sur ce dernier point que je voudrais attirer votre attention, la pandémie a révélé et a mis en lumière que les enseignants de langue avaient non seulement les prédispositions, mais aussi les qualités nécessaires pour devenir des intervenants privilégiés sur chacun des 4 points développés ci-dessus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Un sondage réalisé à Columbia au printemps 2020 et des sondages ultérieurs auxquels on a procédé a révélé qu'une majorité d'étudiants, malgré une expérience généralement décevante de l'apprentissage virtuel, a plébiscité les cours de langue, estimant que ceux-ci mettaient en œuvre des pratiques pédagogiques mieux adaptées à une réalité inédite. Ce même sondage a également fait ressortir le fait que les étudiants pensaient que les enseignants de langue proposaient régulièrement des scénarios pédagogiques technologiquement riches et propices à un apprentissage participatif, dynamique et inclusif, alors que cela faisait largement défaut dans les autres disciplines. D'ailleurs, ces résultats ont été confirmés par plusieurs sondages à l'échelle nationale où des universités privées et publiques ont eu des résultats analogues. Quant à la question de la collaboration, il est clair que les enseignants de langue ont un temps d'avance sur leurs collègues. Et cela, en effet, bien avant que la pandémie ne conduise à fermer les campus, l'expérience collaboratrice était déjà perçue comme un réel vecteur d'apprentissage pour la didactique des langues. Et les programmes de langue mettaient souvent le collaboratif au cœur de leurs approches et de leurs pratiques pédagogiques. Il est donc bien évident que les enseignants de langue ont les capacités et les compétences nécessaires pour devenir des acteurs privilégiés de futures politiques de collaboration intra- et interuniversitaires. Enfin, de nombreuses études ont mis en évidence que les cours de langue sont les lieux privilégiés où les étudiants développent des liens affectifs très forts, aussi bien avec les enseignants qu'avec leurs camarades de classe. C'est également là, dans ces cours, où ils se sentent le plus en confiance et donc libres de s'exprimer, de se raconter et de s'inventer. Une fois de plus, j'ai la certitude que les enseignants de langue ont tous les atouts en main pour défendre à l'échelle institutionnelle une approche pédagogique dans laquelle l'accent sera explicitement mis sur la prise en charge et le bien-être des apprenants. Donc, pour résumer ces 2 points, il est indéniable, comme nous venons de le voir, que la pandémie a amplifié l'impact et les effets de toute une série de problèmes structuraux préexistants dont nous avions certes conscience, mais que pour toute une série de raisons, nous avons préféré soit ignorer, soit négliger. Cependant, ces spectres amorphes que l'on avait allègrement l'habitude de passer sous silence sont désormais devenus les éléphants dans la salle que personne n'est plus en mesure d'écarter. De même, la crise sanitaire a mis en lumière, au sein même de l'université, l'existence de toute une série de pratiques pédagogiques formelles et informelles, de dispositifs d'enseignement et d'apprentissage alternatifs et de savoir-faire éducatifs qui étaient aussi dynamiques et innovants qu'ils étaient méconnus et négligés par une grande partie de l'institution. Ces 2 points devraient aider l'université à mieux identifier ses priorités futures et lui donner l'impulsion nécessaire pour catalyser les forces en présence vers ce qu'on pourrait appeler une nouvelle normalité. Car il n'y a aucune raison de croire que l'organisation de l'enseignement supérieur restera immuable dans la période de l'après-Covid. Au contraire, il y a tout lieu de croire que la pandémie va transformer radicalement les universités et ouvrir de nouvelles perspectives qui vont nous forcer à repenser nos modèles didactiques et à concevoir de nouvelles stratégies pédagogiques qui prendront le pli des nouveaux usages.
D'ailleurs, cette transition a déjà commencé. Pratiquement tous les jours, nous apprenons que de nouveaux comités de suivi ont été formés, des commissions spéciales ont été nommées, des groupes de réflexion se sont réunis, avec comme objectif de tirer les enseignements de l'année qui s'est écoulée, essayer de prévoir les changements qui impacteront durablement l'enseignement supérieur et mettre en avant des propositions concrètes sur leur mise en œuvre. Ce qui m'intéresse, moi, en substance, et c'est là la troisième et dernière partie de mon intervention, c'est essayer de comprendre comment une communauté de chercheurs, d'enseignants, de doctorants et d'étudiants qui croient fermement en l'avenir de l'enseignement des langues aux États-Unis peut saisir l'occasion provoquée par la crise du Covid pour s'investir pleinement dans les nouvelles politiques institutionnelles qui sont en train de voir le jour et ainsi essayer d'apporter des réponses définitives aux problèmes chroniques qui affligent notre secteur depuis des années. Alors, comme je le disais au tout début de mon intervention, si l'enseignement des langues dans les universités américaines est en crise, ce n'est pas parce que nous enseignons mal ou que nous proposons des cours de mauvaise qualité. C'est avant tout parce que les cours de langue restent relativement peu attractifs aux yeux de l'étudiant américain moyen. Un de mes collègues expliquait récemment, à propos de l'autre grande crise qui touche l'université américaine, celle des humanités, que le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas lié à la qualité du produit que nous vendons, mais plutôt au fait que personne ne veut en acheter. Il me semble que ce constat s'applique également dans notre cas, et c'est bien là le problème qu'il nous faut résoudre. Pour ce faire, il est capital dans la période de transition qui s'ouvre que nous saisissions notre chance et que nous utilisions avant que cette fenêtre d'opportunité ne se referme, elle est déjà en train de se refermer, le capital de sympathie et de bienveillance que nous nous sommes constitués avec les instances dirigeantes, maintenant que la réflexion sur les modèles pédagogiques focalise leurs attentions. Alors, ils sont en train de penser à des questions pédagogiques et ils nous voient bien parce qu'on a bien enseigné pendant la période de l'année précédente. Donc, c'est une opportunité pour nous. Mais pour saisir cette opportunité, il va falloir être à la fois dynamique et effectif si nous voulons que notre plaidoyer soit efficace. Si nous ne savons pas être incisifs et si nous n'avons pas de propositions concrètes à présenter, alors nous serons des spectateurs passifs des remises en question institutionnelles au lieu d'y jouer un rôle actif. Mais pour être acteur, il faut avoir un plan. Un plan, j'en ai un. Ce plan propose une approche collective qui exige que nous fassions des efforts concertés sur 4 axes de travail qui se renforcent mutuellement, de sorte que les progrès accomplis sur un des axes se répercutent et déterminent des progrès à réaliser sur les 3 autres. Ces 4 axes sont les suivants: informer, promouvoir, innover et collaborer. Dans les quelques moments qui me restent, je voudrais dire quelques mots sur chacun de ces axes et peut-être ensuite vous présenter quelques projets qu'on a déjà mis en pratique, en particulier sur les questions de l'innovation et de la collaboration. Donc, informer. Pour moi, informer signifie non seulement transmettre des renseignements pertinents aux étudiants, mais aussi recueillir des données et des informations permettant le développement de cours et de programmes répondant mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, informer, c'est aussi s'informer. Aujourd'hui, malheureusement, le système de collecte d'informations mis en place actuellement est trop simpliste pour être efficace. Il ne donne, par exemple, aucune indication sur les raisons pour lesquelles nos étudiants ont décidé ou non d'étudier une langue étrangère. Il se limite à totaliser le nombre d'étudiants prenant des cours dans un domaine donné, ainsi que le nombre d'étudiants déclarant ce domaine d'études
comme étant celui de leur spécialisation principale. Nous n'avons aucune idée pourquoi nos étudiants ont choisi d'étudier une langue au lieu d'une autre, de ce qu'ils pensent des programmes et des cursus qui leur sont proposés, de la valeur qu'ils accordent aux tâches académiques qui leur sont demandées dans les cours de langue, ou encore de l'utilisation qu'ils ont pu faire de leurs compétences linguistiques après les études, après avoir fini leurs études. En bref, nous savons très peu de choses sur ce qui motive nos étudiants et ce qui les pousse à étudier une autre langue. De même, nous savons très peu de choses sur ce qui fait que certains programmes de langue ont une meilleure cote auprès des étudiants que d'autres. Ainsi, nous ne savons réellement pas pourquoi certaines langues minoritaires parviennent mieux que d'autres à attirer et à garder des étudiants au sein d'un même établissement. Ou, si on passe à une échelle plus large, pourquoi certains programmes sont couronnés de succès localement alors que ceci n'est pas le cas au niveau national. Pour vous donner un exemple, le programme de chinois à Columbia a pratiquement doublé entre 2013 et 2016, alors que le nombre d'étudiants s'inscrivant dans les cours de chinois au niveau national a chuté de 13% dans la même période. Donc, une politique d'information efficace consisterait à sonder les étudiants régulièrement, et cela non seulement quand ils sont à l'université, mais aussi à d'autres moments clés de leur parcours pré- et post-universitaire, et également à étudier la divergence de destin entre différents programmes afin de tirer des leçons sur ce qui fait la réussite des uns et l'échec des autres, afin d'adopter ce qu'on appelle les best practices, les meilleures pratiques, pour le plus grand succès de tous. Donc, on a besoin de mieux s'informer. Et quand on a de l'information, on peut faire de la promotion. Je parlais récemment à une collègue et je lui ai demandé ce qu'elle faisait pour promouvoir ses cours, les cours de langue qu'elle enseigne. Après un long moment de silence, elle a reconnu qu'elle ne faisait pas grand-chose, à part poser quelques affiches au début de l'année scolaire pour alerter les étudiants sur le fait que des cours étaient offerts. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de vous dire que cela ne tombe pas vraiment sur la rubrique de faire de la promotion. Promouvoir, c'est utiliser toute l'information disponible pour essayer d'induire des changements positifs dans les comportements et les systèmes de croyances. Dans le cas précis de l'enseignement, de l'apprentissage des langues, j'ai toujours été surpris, et cela fait 40 ans que j'enseigne aux États-Unis, que la grande majorité des étudiants américains ne soient pas au courant de ce qu'ils peuvent faire avec une langue étrangère et qu'ils n'aient par conséquent qu'une très vague idée des avantages potentiels que peut leur apporter la connaissance d'une deuxième langue. Une bonne campagne de promotion pour ces étudiants devrait avoir pour objectif de les sensibiliser sur les bénéfices que peut leur apporter un tel apprentissage, aussi bien au niveau cognitif, personnel ou culturel, ou même qu'à celui de l'augmentation de leurs aptitudes au travail, surtout dans le contexte d'une économie qui se globalise de plus en plus. J'ajouterai que les meilleures, et on est en train d'en faire, que les meilleures campagnes de promotion visant les étudiants sont celles qui s'appuient sur un partage de la part des étudiants eux-mêmes, de leur vécu personnel et de ce que l'apprentissage de deuxième langue leur a apporté en termes de perfectionnement et d'enrichissement personnel. De telles campagnes disséminées sur les réseaux sociaux qu'utilisent les étudiants leur offrent ainsi des exemples concrets de la valeur intrinsèque de l'apprentissage d'une autre langue ou même de 2 ou 3. Donc, il faut utiliser les étudiants pour attirer des étudiants. Les campagnes de promotion qu'on devrait faire devraient également cibler un autre public, l'administration, puisque c'est l'administration qui prend les décisions budgétaires sur lesquelles dépend l'avenir de l'enseignement des langues. Alors, une bonne campagne ciblant l'administration
devrait démontrer de manière concrète comment l'enseignement des langues aide l'université dans l'accomplissement de sa mission, soutient activement les efforts qu'elle cherche à promouvoir et défend les valeurs auxquelles elle tient. Pour mon université, par exemple, celle-ci inclut le principe de l'équité, de l'inclusion, de la diversité dans le sens le plus large, ainsi qu'un engagement institutionnel pour la justice et la cohésion sociale, l'environnement et le développement durable. Les départements de langue de Columbia auraient par conséquent tout intérêt d'être en phase avec ces principes, aussi bien dans le contenu de leurs cours, des cours qu'ils proposent, que dans la mise en place de cursus et de curricula qui s'articulent avec les débats contemporains et dans le développement pédagogique de pédagogie innovante, de pratiques et de pédagogie innovante centrées sur la figure et le rôle de l'étudiant socialement engagé. Est-ce qu'on le fait? Je ne sais pas. D'accord? Et ça me permet de passer au troisième volet qui est l'innovation. Il est clair que l'enseignement des langues tel qu'il est pratiqué aux États-Unis aujourd'hui souffre du fait que les étudiants ne se reconnaissent pas dans les cursus qui leur sont proposés. Et ils montrent leur mécontentement en votant avec leurs pieds. Et ceci, malgré le fait qu'ils approuvent à une forte majorité les pratiques pédagogiques proposées par les enseignants. Donc, le problème n'est pas comment on enseigne. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas la valeur de ce que l'on enseigne. Si nous voulons enrayer ou même inverser cette tendance, il nous faut donc réévaluer nos programmes pour rendre l'apprentissage des langues plus attrayant à leurs yeux. Il nous faudra apprendre à adapter nos programmes à leurs besoins et trouver un juste équilibre entre un cursus qui encourage principalement l'étude d'une langue, de sa littérature et de sa culture dans sa spécificité, et un cursus qui reconnaît et valorise l'usage que les étudiants veulent faire d'une langue dans le domaine professionnel ou disciplinaire de leur choix. De même, si on veut continuer à se démarquer par rapport aux autres disciplines, il faudra régulièrement proposer à nos étudiants des cours de langue qui s'appuient sur des approches pédagogiques innovantes qui font, ainsi que sur des pratiques faisant d'un côté une utilisation novatrice de l'outil numérique et des nouvelles technologies, et de l'autre, leur permettant de mettre en pratique, et c'est cela que je voudrais souligner, puisqu'on fait un usage innovant des pratiques technologiques novatrices, mais il faudrait qu'on les aide à mettre en pratique et appliquer les nouvelles compétences qu'ils ont acquises dans différentes situations et différents contextes dans le cadre d'approches interdisciplinaires élargies. Quelques mots maintenant pour finir sur la collaboration. Jusqu'à récemment, la logique institutionnelle voulait que chaque institution exerce ses activités dans le cadre d'une culture axée sur le fait que chaque institution tire uniquement parti de ses propres atouts. Cette façon de penser conditionne les universités et les collèges à traiter leurs pairs principalement comme des compétiteurs en puissance au lieu de les voir ou de voir en eux des partenaires potentiels, et cela rend pratiquement impossible toute collaboration interinstitutionnelle. De même, la mentalité de cloisonnement disciplinaire qui règne au sein des disciplines académiques ne permet que difficilement de mettre en place des projets collaboratifs intra-universitaires basés sur une vision systémique plus large. La pandémie du Covid et la crise budgétaire qu'elle a engendrée a largement contribué à remettre en question ces façons de penser. De plus en plus d'universités commencent à sérieusement penser à mettre en place des partenariats interinstitutionnels afin de mutualiser les coûts, optimiser les ressources qui demeurent limitées et co-créer des modèles de solutions innovantes
adaptées à cette nouvelle réalité et au contexte de chacun des partenaires. Par la même occasion, elles encouragent aujourd'hui très fortement, et quand je dis encourager fortement, je veux dire en mettant des budgets à la disposition des enseignants, la création d'initiatives collaboratives, la création d'initiatives intra-universitaires qui explorent le potentiel de la collaboration au niveau de la recherche et de l'enseignement. Pour accélérer cette tendance, nous cherchons prioritairement soit à exploiter des domaines de collaboration qui ont déjà fait leurs preuves, soit à s'appuyer sur des initiatives qui ont vu le jour lors du confinement et qui ont été couronnées de succès. Or, comme je le disais dans mon intervention, la communauté des enseignants de langue ont un temps d'avance sur leurs collègues dans ces domaines et devraient partiellement en faire des interlocuteurs privilégiés de l'administration. Voilà donc les 4 volets que je voulais vous présenter, et je voudrais vous parler très rapidement de certains projets qu'on a déjà mis en place. Alors, voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tous ces projets, mais j'en parlerai de quelques-uns. Vous avez le temps, Stéphane, c'est bon. D'accord. Initialement financé par la fondation Mellon, la Shared Course Initiative, donc le numéro 1, ou SCI, est un projet collaboratif d'enseignement par visioconférence entre Columbia et les universités de Yale et de Cornell, qui cherche à soutenir la dissémination et l'apprentissage des langues minoritaires en mutualisant les ressources actuellement disponibles sur les 3 campus. Le projet a été repris financièrement par les 3 universités une fois que Mellon s'est retiré. En 11 ans, puisque le projet a 11 ans d'âge, nous en sommes arrivés à partager plus de 50 cours en plus de 20 langues au bénéfice annuel de plus de 300 étudiants. Nous voyons également que beaucoup d'universités, dont la mienne, créent pour certaines langues du cursus, pour certaines langues, des cursus séparés qui ciblent plus directement les besoins en termes d'apprentissage d'apprenants qui proviennent de communautés linguistiques où l'anglais n'est pas la langue de tous les jours. C'est ce qu'on appelle en anglais les heritage learners. Il s'agit de plus de 60 millions d'Américains, donc 1 sur 6. Et un pourcentage croissant de cette population s'inscrit à l'université, surtout dans les régions de l'Ouest et du Sud de l'Amérique, qui bénéficient du déplacement démographique de la population américaine. Ceci veut dire que non seulement il faut mettre en place des cursus qui leur proposent des cours qui sont adaptés à leurs besoins, mais il faut à la fois former les professeurs à une pédagogie spécifique et créer du matériel didactique à la fois captivant et d'une complexité progressive pour les retenir dans ces cours. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'être mis en place largement dans beaucoup d'universités américaines. Nous en avons, je crois, à Columbia, 13 ou 14 de ces filières. Troisièmement, je vous présente une collaboration entre les départements de langue de Columbia et le Center for Oral History, le Centre d'histoire orale, qui vise à recueillir et à conserver le témoignage des New-Yorkais non anglophones pendant la période de la pandémie et qui pourra éventuellement servir à l'enseignement et à l'apprentissage des langues et à sensibiliser et éduquer les membres de la communauté new-yorkaise sur le patrimoine linguistique et culturel de la ville. Donc, on demande aux étudiants de langue de faire un travail sur le terrain. Multilingual New York, qui est un cours que j'enseigne et que j'ai créé, est un cours collaboratif sur le plurilinguisme urbain qui fait intervenir des spécialistes de diverses disciplines et qui permet aux étudiants de langue d'explorer non seulement différents concepts et théories linguistiques, mais d'être également initiés à des techniques issues du traitement et de la visualisation des données, ainsi que de la cartographie numérique,
pour les aider à analyser et comprendre la dimension spatiale du langage et des pratiques langagières dans les environnements urbains. Il y a un projet collaboratif qui est en train d'être mis en place entre Columbia, Yale et Harvard, qui n'a toujours pas de nom, qui cherche à repenser de fond en comble la pédagogie et les pratiques d'enseignement et d'apprentissage de langue dans la période de l'après-Covid. Je m'explique. Je trouve que ce qu'on a fait l'année dernière, c'était adapter nos cours à un contexte différent. Ce que nous voudrons en faire maintenant, dans l'année à venir, c'est repenser totalement ou réinventer nos cours pour un nouveau contexte. Il faudra remettre en question la pertinence, la viabilité, la durabilité des modèles pédagogiques et de réinventer ces modèles ou réinventer des modèles mieux adaptés à la réalité d'un contexte d'enseignement hybride ou entièrement dématérialisé. On espère pouvoir proposer des cours pilotes en français, en espagnol et en allemand à partir de l'automne 2021. Le Circle, qui est un projet collaboratif entre Columbia et l'Université d'État de l'Arizona, qui met en relation des étudiants inscrits dans chacune des deux universités dans des cours d'espagnol avancé conçus pour justement ce qu'on appelle les heritage learners, c'est-à-dire des étudiants qui parlent une langue autre que l'anglais chez eux. Ce cours les encourage d'explorer leur identité culturelle et linguistique à travers des recherches menées sur le terrain parmi les communautés hispanophones. Les étudiants se réunissent virtuellement de manière régulière pour discuter et débattre des similarités et des différences de l'identité hispanique telle qu'elle est vécue dans deux régions géographiquement distinctes. Chaque étudiant est chargé de préparer et de présenter publiquement, donc non seulement aux autres étudiants, mais à un public plus large, un projet de narration numérique qui met en scène ce qu'il ou elle a appris. Nous créons également des activités pédagogiques modulaires basées sur le concept du paysage linguistique, ce qu'on appelle les linguistic landscapes, qui peuvent être incorporés dans les cours de langue et qui permettent aux étudiants d'enrichir une carte numérique commune qui répertorie la diversité culturelle, linguistique et communautaire de la ville telle qu'elle s'exprime dans les espaces publics à travers les signes qui apparaissent dans l'espace public. Columbia participe activement aux activités de CORAL, qui est le Center for Open Educational Resources and Languages, and Language Learning, un centre financé par le gouvernement fédéral pour produire et disséminer largement des ressources éducatives libres, donc libres d'accès, élaborées en collaboration. Entre autres, le centre propose en libre accès des cours en version numérique pour des langues minoritaires telles que le turc, le tchèque, le tamoul, le yoruba, le tchi ou encore le kiswahili. Art in the City, qui est un cours offert par mes collègues du département d'espagnol, propose aux étudiants d'explorer en profondeur les œuvres d'art publiques que l'on trouve dans les quartiers historiquement hispaniques de New York, tels que Washington Heights, Inwood, Corona, Elmhurst, mais plus particulièrement El Barrio, c'est-à-dire East Harlem ou encore mieux connu sous le nom de Spanish Harlem. Les étudiants prennent contact avec les habitants de ces quartiers, les interrogent, discutent avec eux dans le cadre d'un projet de recherche individualisé qui cherche à approfondir leur compréhension du patrimoine culturel hispanique dans le développement de la ville de New York. NYC, je vous indique au-dessus du N la tilde, donc NYC, est un cours d'espagnol qui demande à Columbia, qui demande aux étudiants de participer activement
dans les réseaux sociaux hispaniques de la ville de New York. Et ce cours utilise activement les interactions pour enrichir le travail pédagogique effectué en classe. Donc, les étudiants travaillent en classe sur un matériel qu'ils récoltent dans les réseaux sociaux sur lequel ils participent. Selon les enquêtes que nous avons faites, les étudiants nous demandent de privilégier la mise en place de cours de langue basés sur les principes de l'enseignement en milieu communautaire et sur celui de l'apprentissage des langues par le service volontaire. En conséquence, nous mettons en place la possibilité pour les étudiants d'utiliser et de parfaire leurs compétences linguistiques et langagières en les plaçant en situation de volontariat avec la ville de New York, pour qu'ils offrent des services de traduction et d'interprétation auprès des communautés linguistiques qui en ont un besoin, surtout dans des domaines spécifiques tels que la santé, le juridique ou les aides sociales. Je note également, puisque j'ai une collègue de Yale qui est avec nous, que les étudiants de Yale proposent aux visiteurs de leur campus des visites guidées créées par les étudiants dans une variété de langues. Les étudiants ont même créé des cartes numériques et des guides dans diverses langues qui donnent un bel aperçu de leur campus et qui sont distribués gratuitement aux visiteurs. Donc, ça permet encore une fois aux étudiants de sentir que ce qu'ils apprennent dans les cours de langue a une utilité pratique dans la vie de tous les jours. Nous créons également de nouvelles formes de certification pour inciter les étudiants à continuer leurs études au-delà du niveau universitaire et à s'inscrire dans les cours avancés, puisque c'est un problème auquel nous sommes confrontés. Ces certificats, tels que le Certificate of Advanced Proficiency proposé par Yale, sont très prisés par les étudiants car ils notent l'engagement et le travail des étudiants pour atteindre des niveaux de compétences élevés sans pour autant leur demander de choisir une spécialisation principale ou secondaire dans un programme de langue. Nous reconnaissons et valorisons également les nouvelles formes d'enseignement et d'apprentissage informel, tels que l'auto-apprentissage, les cours non crédités et les cursus au niveau avancé pensés et conçus par les étudiants eux-mêmes, surtout pour les langues minoritaires. Alors là aussi, Yale a un temps d'avance sur tout le monde en offrant des programmes qui sont soutenus financièrement par l'université et qui permettent, par exemple, aux étudiants de penser un programme sur leur spécialisation principale qui inclut des cours de langue au niveau avancé et qui a lieu dans un pays étranger. Et cela est soutenu financièrement par l'université. Nos établissements, je suis donc au numéro 14, nous établissons des cours qui mettent l'enseignement des langues au service des autres matières du curriculum en tissant des liens formels entre l'apprentissage de la langue d'un côté et la matière à l'étude de l'autre. Ainsi, l'université de Cornell offre plus de 65 mini-cours au niveau intermédiaire et avancé qui permettent aux étudiants d'ajouter un module enseigné dans la langue cible au cours principal qui est, lui, enseigné en anglais. Cela permet aux étudiants d'être exposés à un vocabulaire et à un discours technique spécialisé conforme à la matière étudiée et cela leur permet de consolider leurs compétences linguistiques dans un domaine précis. L'université de Dartmouth est en train de réinventer les études à l'étranger en intégrant un stage en internat effectué lors du séjour de l'étudiant dans le pays d'accueil. Cela a non seulement le mérite de faire sortir ce genre d'études de la formule du tourisme académique universitaire, mais pour y accéder, les étudiants doivent nécessairement faire des études jumelées entre un domaine d'études particulier et une formation linguistique spécifique au pays où ils veulent se rendre. Donc, non seulement ils étudient, par exemple, l'ingénierie et l'allemand, mais ils peuvent prendre un stage où ils peuvent être en internat pendant 1 an dans une boîte en Allemagne
pendant qu'ils font ces études. Je voudrais parler, parce que je sais que mon collègue Sébastien Dubreuil est avec nous, sur 2 projets portés par l'université Carnegie Mellon, où il enseigne. Le premier jumelle des cours de français et d'allemand au niveau avancé pour explorer, dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, le concept de justice sociale dans les contextes culturels français, allemand et états-uniens. L'objectif de ce cours est d'examiner comment ces différentes cultures définissent la justice sociale et comment cette définition se manifeste dans les modèles sociétaux mis en place. Les étudiants examinent séparément et dans la langue étudiée l'incidence de cette notion sur des concepts sociaux tels que l'État-providence, l'éducation, la précarité, la migration et l'environnement au sein de la culture à l'étude. Ils se réunissent 1 fois par mois pour comparer leurs conclusions et en débattre en anglais. Le deuxième projet, qui est intitulé « Jeux de culture et culture du jeu », combine dans une approche ludique la pédagogie linguistique et culturelle avec des techniques issues du domaine de la conception des jeux pour encourager l'acquisition de connaissances de la part des étudiants et favoriser un apprentissage aussi riche qu'il est profond. Les étudiants jouent ensemble, analysent les jeux quant à leur contenu lango-culturel et leur mécanique, envisagent des affordances pour l'apprentissage des langues et conçoivent eux-mêmes de nouveaux jeux destinés à favoriser l'apprentissage des langues et des cultures. Et finalement, ou pas finalement, mais l'avant-dernier, le cours qui s'appelle Paris in Virtual Reality, qui est un cours qui est offert aux étudiants élémentaires à Harvard et qui leur propose de s'immerger virtuellement dans une version numérique de Paris, recréée et enrichie grâce à des applications conçues en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Les étudiants ont la possibilité d'explorer différents quartiers de la capitale et d'interagir avec des habitants de ces quartiers en utilisant des plateformes de réseaux sociaux et des applications de chat interactifs. Et je vais finir en vous parlant d'une collaboration sur le changement climatique. Les départements de langue de Columbia sont appelés à collaborer avec une nouvelle faculté. On vient d'ouvrir une nouvelle faculté à Columbia pour étudier justement le changement climatique. Dans les cadres des activités au master et au doctorat de ce nouveau champ d'études, il nous est proposé de concevoir et d'enseigner dans des formats présentiels, distanciels et hybrides des cours qui forment linguistiquement les étudiants chargés d'enquête sur le terrain et également d'élaborer des cours qui mettent en relation les concepts de biodiversité et de diversité linguistique afin de repenser la notion de justice linguistique dans le contexte de perte. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais conclure avec quelques dernières pensées rapides avant de prendre vos questions, puisque il y a vraiment 2 problèmes auxquels je suis confronté quand je parle avec des collègues. C'est le problème que certains pensent que d'autres devraient faire ce qui est nécessaire, donc ils veulent rester des acteurs ou des spectateurs passifs dans cette transition. Et j'ai d'autres collègues qui pensent que parce que justement on fait des efforts pédagogiques novateurs, que cela suffit. Et je leur dis que la pédagogie est une condition nécessaire mais pas suffisante pour qu'on se sorte des problèmes dans lesquels on est. Donc voilà, pour finir, quelques mots. Il y a plus de 150 ans, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, a déclaré, ou du moins c'est ce qu'on prétend, que, et je cite, « le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est encore de le créer ». Dans un avenir très proche, nous allons nous confronter à un choix. Nous pourrons choisir d'ignorer les leçons de la pandémie et continuer comme si de rien n'était. Ou nous pourrons décider de faire le choix de bâtir un avenir différent. Ce choix nous appartient. Il est clair que la crise engendrée par le Covid va bouleverser radicalement aussi bien l'enseignement supérieur
que l'enseignement et l'apprentissage des langues. Mais il ne faut pas craindre ce bouleversement, comme le redoutent certains de mes collègues, qui en appellent de tous leurs voeux à un retour sans condition au modèle d'enseignement de la période de l'avant-Covid. En effet, selon moi, tout retour à la prétendue normalité de l'avant-Covid est aussi lénifiant qu'il est chimérique. Il n'y a aucun doute, du moins pour moi, que les effets de la crise du Covid vont être profonds et systémiques. Et nous pouvons déjà imaginer qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Au contraire, la crise a mis en lumière les problèmes et la fragilité qui sous-tend l'enseignement des langues aux États-Unis, tout en nous offrant en contrepartie une occasion unique de bousculer les paradigmes existants et de déclencher une transition vers un enseignement plus ouvert et de meilleure qualité dans des programmes plus ouverts et de meilleure qualité. Nous savons que les évolutions décisives se produisent souvent lorsque des conditions favorables sont réunies, soit parce que les circonstances extérieures rendent celles-ci nécessaires, soit parce que les possibilités d'adaptation interne semblent épuisées. Mais pour qu'il y ait cette évolution, encore faut-il que les esprits y soient disposés. Encore faut-il que les esprits soient disposés à accepter le changement. J'espère qu'ils le sont, car s'ils ne le sont pas, nous deviendrons alors très certainement les spectateurs d'un avenir qui est en train de se construire sans nous et à notre rencontre, au lieu d'en être des acteurs. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et je veux bien prendre vos questions. Oui. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, il y a quelques questions. Alors, une petite question technique déjà. Est-ce qu'on a besoin encore de vos documents? Comme ça, on vous verrez en grand. C'est juste... voilà. Pardon, j'étais en train de lire quelque chose. Allez-y. Oui. Est-ce que je peux arrêter le partage de vos documents maintenant? Oui, bien sûr. Oui. Attendez, je vais l'arrêter. Hop. Bien sûr, excusez-moi. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je suis un peu à côté de mes pompes, là. Non, c'est... OK. Alors, oui, je pense que vous êtes en train de lire des questions. Alors, il y a eu déjà... il y a des nouveaux messages, mais il y a eu déjà Stella Anne de l'Université de Lorraine qui vous a écrit en anglais, en fait. Alors, je vous laisse lire peut-être sa question. Ça sera mieux prononcé que mon anglais qui n'est pas parfait. Est-ce que vous la voyez, la question? Alors, oui, je vois sa question. Je pense que pour la question de l'espagnol aux États-Unis, il y a vraiment deux problèmes. Le premier problème, c'est le fait que l'espagnol est la langue principale enseignée au niveau secondaire. Donc, les étudiants se présentent à l'université déjà avec des notions d'espagnol, la plupart des étudiants. Et si le choix qu'il leur est proposé, c'est de finir rapidement leurs études linguistiques, ils vont se diriger vers ceux qu'ils connaissent au lieu de se diriger vers ceux qui leur seraient peut-être plus utiles. C'est pour ça que je dirais que oui, les étudiants choisissent les cours qui leur paraissent d'un côté les plus faciles, mais c'est parce qu'ils ont des informations limitées. C'est à nous d'essayer de promouvoir les autres langues et essayer de démontrer aux étudiants ce qu'ils peuvent faire avec la langue qu'on enseigne. Donc, effectivement, dans l'Arizona, la plupart des étudiants diront « je prends de l'espagnol parce que tout le monde parle espagnol dans l'Arizona ». Au fait, la même chose est vraie à New York, où la plus grande partie de la population parle maintenant espagnol comme langue première. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas promouvoir d'autres langues auprès des étudiants en leur démontrant concrètement ce qu'ils peuvent faire avec cette langue. C'est là où nous fautons. Nous ne faisons pas ça aux États-Unis. Nous faisons soit rien du tout, soit nous laissons les étudiants penser que la seule avenue pour faire, si on fait des études de langue, c'est de devenir professeur de littérature. Et beaucoup d'étudiants ne veulent pas faire ça. Donc voilà pour ça.
Ensuite, il y avait une deuxième question. Quelle est la place de la classe inversée dans ce contexte? Je ne sais pas. Je dirais que l'enseignement des langues a toujours fait appel à la classe inversée. Quand j'enseignais des cours, je ne passais pas mon temps dans le cours à enseigner des règles de grammaire ou parler de paradigmes de grammaire. Je essayais de mettre mes étudiants en situation et de les faire pratiquer en espérant qu'ils avaient traité la grammaire, les textes à l'étude quand ils étaient à la maison. Donc je pense que c'est quelque chose que nos collègues dans les autres disciplines ont découvert récemment, et c'est devenu ce qu'on appelle en anglais un buzzword, un mot que tout le monde utilise, mais je pense que les cours de langue font des classes inversées depuis cela bien longtemps. Est-ce que cela veut dire qu'on ne devrait pas souligner aux étudiants ce fait? Non. Je crois qu'on devrait souligner aux étudiants le fait que ce qu'ils font quand ils sont avec nous en cours, c'est justement de pratiquer la langue et d'essayer de communiquer dans la langue seconde, pas vraiment de poser des questions sur la grammaire ou sur autre chose. Donc voilà. Ensuite, il y a Marie-Anne qui dit: peut-on parler, en suivant tous les exemples présentés, de développement de l'apprentissage transversal? Je pense, et je pense que ça va être en grande partie l'avenir de ce qu'on fait dans les départements de langue. Il va falloir que non seulement on enseigne des cours en collaboration avec des collègues d'autres disciplines, mais il va falloir qu'on collabore entre nous et qu'on offre des cours. Par exemple, j'ai une collègue qui offre un cours d'italien pour les gens qui ont des connaissances dans les autres langues romanes et qui non seulement enseigne de l'italien dans ses cours, mais permet aux étudiants d'apporter leur propre langue, que ce soit le catalan, le français, dans l'élaboration de ce qu'elle fait dans le cours. Nous offrons également, par exemple, ma collègue de roumain offre des cours de roumain pour ceux qui parlent déjà une autre langue. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous entendez par un apprentissage transversal. Nous avons probablement des problèmes de vocabulaire ici. Possible. Après, il y a une collègue qui parle de la situation au Liban, où donc le français est une langue seconde et un nombre d'heures similaire à celui d'arabe. Les disciplines scientifiques sont enseignées en français aussi. Donc, à l'université, les étudiants optent pour cette langue visant à devenir enseignants du français avec la pandémie. Il faut repenser, réinventer nos cours, comme vous le dites. Alors, quels conseils pourriez-vous me donner pour repenser et réinventer mon cours de français à l'université? Bon, ben, oui. Aucun, pour la simple raison qu'ils ont un conseil à donner. Sauf, vous donnez le conseil de demander à vos étudiants ce qu'ils veulent faire avec la langue. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on ne demande pas aux étudiants. On assume que les étudiants veulent faire ce que nous voulons faire. Il faut demander aux étudiants qu'est-ce qu'ils pensent faire avec une langue qu'ils étudient. Comment est-ce qu'on peut les aider à atteindre leurs objectifs au lieu de les forcer à aller vers les objectifs qui sont les objectifs que nous valorisons, nous. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de les infléchir vers des objectifs que nous valorisons, mais il faut être à l'écoute de l'étudiant. Et nous ne sommes pas à l'écoute de l'étudiant, ou rarement. Donc, mon conseil, ça serait, comme je disais, il faut lancer des campagnes d'information pour s'informer, essayer de comprendre pourquoi un étudiant veut ou ne veut pas prendre un cours de langue, pourquoi un étudiant pense que ce cours au lieu de ce cours, cette langue au lieu de cette langue, a une valeur pour lui ou pour elle. Je me lève et j'ouvre la lumière parce que je ne vous vois plus. Voilà. Bon, j'en profite. Oui, il y a quelqu'un, Margot, qui me demande s'il serait possible d'avoir l'enregistrement de l'intervention, car elle n'a pas pu assister en entier. Alors, je réponds à tout le monde. Je vous écris mon adresse mail. Donc, pour ceux qui sont présents, vous m'écrivez à cette adresse-là et je vous donnerai accès direct si Stéphane est d'accord.
à l'enregistrement. Voilà. Alors, après, on envisagera la publication sur YouTube peut-être, mais ça sera un peu plus long. Donc là, je vous mets mon adresse et ceux qui m'écriront à mon adresse, je leur répondrai en leur envoyant le lien pour l'enregistrement Zoom avec un code et vous allez pouvoir voilà, regarder l'intervention de Stéphane. Alors ensuite, il faut que je remonte un peu. Alors, je pense. Voilà. Alors, Emma nous écrit, en France, le gouvernement a voté un décret visant à imposer une certification commerciale. Oui, c'est vrai, ça vient de tomber. Une certification commerciale jusqu'à présent inconnue, et ce, pour les 4 prochaines années. Il s'agit de l'anglais, et effectivement, je dirais que c'est assez illogique, puisqu'en fait, l'étudiant devrait juste se présenter à la certification, mais il n'a aucune obligation de résultat. On exige en fait qu'il passe une certification avec un organisme privé payé par le ministère français d'éducation. Et on se demande à quoi ça sert. Et effectivement, mais bon. Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment une question pour Stéphane, c'est juste une information. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous surprend. Ensuite, notre ami George Alao. Donc, la Covid serait-elle un prétexte pour expliquer la baisse de l'attractivité des langues aux USA? C'est la première question. Le Covid est un prétexte pour expliquer beaucoup de choses au niveau de l'université, pour faire passer beaucoup de politiques que les universités avaient des problèmes à faire passer. Donc oui, je pense. Sa deuxième question est, les relations géopolitiques jouent-elles un rôle dans la baisse de l'attractivité des langues aux USA? Trump aurait-il joué un rôle accélérateur de la baisse de ces dernières années? Écoutez, je regarde les questions de Georges, je vais répondre aux 3 questions à la fois. Il est clair qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Américains sont en désamour avec les langues étrangères. L'existence d'un discours nativiste et d'un discours anti-immigrant est une de ces raisons. Et ce discours, ou ces discours, ont empiré sous la présidence Trump. Cela est sûr. Également le fait que l'Américain moyen pense que l'anglais, en tant que langue mondiale, est disséminé partout, cela le protège de la nécessité d'apprendre une autre langue. C'est quelque chose qui est également très, très répandu aux États-Unis, cette façon de penser. Je dirais également que beaucoup d'étudiants rechignent à mettre le temps et l'effort nécessaire, et un effort nécessaire et constant pour apprendre des langues. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et d'ailleurs, cela a des répercussions sur d'autres domaines. Pensez par exemple que la plupart des étudiants qui font des études dans les sciences dures au niveau du doctorat aux États-Unis ne sont pas américains. La même chose dans les départements de géographie. Il y a très très peu d'Américains. C'est un travail qui est difficile, qui prend du temps, qui demande beaucoup d'applications. Et la plupart des étudiants américains vont vers la facilité. Donc, il y a ça. Il y a également le fait que on est en train de vivre la commercialisation de l'université avec une logique néolibérale économique. Et donc, on regarde, en fin de compte, on regarde toujours quels sont les programmes avec le moins d'étudiants, quels sont les programmes qui nous coûtent le plus, etc., etc. C'est une logique budgétaire qui s'installe aux États-Unis sous la pression, entre autres, des parents, des étudiants et des élus qui se demandent qu'est-ce que vous faites avec l'argent qu'on vous donne? Pourquoi est-ce que nos enfants n'ont pas accès à des emplois valorisants après les études pour lesquelles ils payent? N'oublions pas que le grand problème que nous allons avoir aux États-Unis dans la décennie à venir, ce sera l'explosion de la dette estudiantine. Les Américains s'endettent pour faire des études. Donc, s'ils ne voient pas à quoi cela mène, ils ne voudront pas payer. D'ailleurs, de plus en plus, il y a maintenant des campagnes de ce qu'on appelle des campagnes de transparence.
montrer ce que vous faites avec l'argent public. Je suis moi-même, j'ai fini mon doctorat à l'Université de la Caroline du Nord. Le gouverneur de la Caroline du Nord a déclaré très publiquement l'année dernière qu'il ne donnerait plus d'argent pour ces espèces d'études qui ne mènent à rien. Il donnera de l'argent pour les ordinateurs, pour le business, le commerce, mais si on veut étudier la musique, l'art, les langues étrangères, autre chose, ça ne sera pas avec l'argent public. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a en plus, comme j'ai fait une référence très rapide, ce qu'on appelle la crise des humanités, le fait que les étudiants, justement parce qu'ils veulent sortir avec des emplois de l'université, donc on se demande si on peut encore parler d'éducation ou si on parle de formation, on voit que les priorités universitaires se sont déplacées vers les maths, l'ingénierie, la technologie et les sciences dites dures. Et quand on déplace l'intérêt universitaire vers quelque chose, cela veut dire qu'il se déplace de quelque chose. Et donc, on a de moins en moins d'étudiants qui prennent des cours dans les humanités, ce qui veut dire que l'on peut embaucher de moins en moins d'étudiants pour devenir doctorants, et ainsi de suite, ainsi de suite, et cela fait boule de neige. Donc voilà, je pourrais vous donner d'autres raisons pour lesquelles les Américains n'aiment pas les langues étrangères, il y en a plusieurs, mais je pense qu'on est en train de le sous-tendre, on n'en parle pas assez, mais le discours nativiste qui existe aux États-Unis, qu'on retrouve dans des tas de lois qui sont English first ou English only dans l'enseignement, il joue un grand rôle. Après, donc il y a des messages de remerciements, mais il y a aussi une question. Que pensez-vous de la possibilité de mettre en place des projets entre des universités de différents pays? Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup parlé entre les projets entre des différentes universités américaines. Donc, à savoir les États-Unis et la France, par exemple. Absolument. Ces projets existent déjà. Je ne sais pas si... je sais que j'ai des collègues ici. Je sais que Sébastien Dubreuil est avec nous. Sébastien met en place des projets avec la France, avec son université Carnegie Mellon. J'avais proposé moi-même un projet triangulaire entre l'université de Bordeaux, une université en Angleterre et une université, mon université en Amérique, qui prendrait comme sujet la traite et qui regarderait la traite de plusieurs perspectives, dont linguistique. Ce projet traîne. Mais je crois que oui, tout à fait. Je crois que l'idée de mettre en place des projets interinstitutionnels, mais qui traversent les frontières nationales, c'est certainement quelque chose que personnellement, je voudrais voir. Alors oui, c'est vrai que nous serons tous intéressés, je pense, d'avoir, ne serait-ce que déjà dans les langues, par exemple, que vous enseignez, d'avoir quelques peut-être projets où on pouvait enrichir mutuellement peut-être nos enseignements de ces langues minoritaires, entre guillemets. Alors, il y a Monika Grabowska, notre amie polonaise, qui nous demande s'il faut avoir une formation pédagogique ou bien suffit-il d'être locuteur natif pour être enseignant de langue aux États-Unis? Alors, ça dépend de où on enseigne. J'imagine qu'elle parle aux États-Unis. Est-ce qu'on parle au niveau secondaire ou au niveau universitaire? Au niveau secondaire, il faut être certifié. Hein. Au niveau universitaire, normalement, tous mes collègues à Columbia et dans beaucoup d'universités ont au moins un master's ou un doctorat. Est-ce qu'ils sont formés à l'enseignement? Je ne sais pas. Certains oui, d'autres non. Je dirais que la grande majorité est formée aux études littéraires. J'ai eu la bonne chance, moi, d'être dans une université où j'ai été formé non seulement au littéraire, mais ils ont insisté pour nous former à la pédagogie des langues. Donc voilà, c'était la tradition de l'Université de la Caroline du Nord. Toutes les traditions, toutes les universités n'ont pas ça. La plupart des universités publiques ont cette tradition. C'est les universités de recherche privées qui tendent à former des étudiants dans le moule des professeurs. Donc ça c'est pour les grandes langues, français, espagnol, italien, russe, peut-être espagnol. Pour les langues rares, les langues minoritaires, les langues peu enseignées, il est extrêmement difficile de trouver quelqu'un
qui est formé à l'enseignement de cette langue et surtout formé à l'enseignement de cette langue pour un public pour lequel cette langue sera une langue seconde ou étrangère. Alors, on fait avec ce qu'on a. Voilà ce que je veux dire. J'ai beaucoup de collègues qui enseignent des langues rares qui n'ont pas une formation linguistique ou pédagogique. Ils ont une formation dans une autre discipline. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont de mauvais profs? Non. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts à acquérir des compétences de l'enseignement des langues? Non plus. Et d'ailleurs, c'est mon travail, de travailler avec eux pour justement leur donner une formation. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il s'agit du FLE, du FLS Plus ou FOS que vous enseignez à l'université? Alors, j'imagine, je remarque d'abord Marianne Rossignol qui me donne une définition de l'apprentissage transversal. Oui. Je la remercie. C'est ce qu'on appelle en anglais Language for Specific Purposes. Voilà. Et oui, on enseigne ça. FLE, FLS, ça doit être français langue étrangère, français langue seconde. Oui. FOS. Je ne sais pas. Moi non plus. Alors, on enseigne français langue étrangère. Voilà, on enseigne FLE. Alors, il y a quelqu'un qui est intéressé par un de vos projets, donc je vous laisse lire. Est-ce qu'il y a... Je regarde vite parce que du coup, il y a beaucoup de messages. Donc, vous avez beaucoup parlé de langue et de ceux qui choisissent d'étudier des langues comme matière principale. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu de l'accès aux langues pour ceux qui sont rattachés aux autres facultés? Bon, je pense que vous avez partiellement déjà parlé de ça. Déjà un peu. Ceux qui choisissent d'étudier des langues comme matériel principal. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu de l'accès aux langues pour ceux qui sont rattachés aux autres facultés? Je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup parlé des langues pour ceux qui choisissent d'étudier les langues. L'enseignement des langues aux États-Unis est proposé aux étudiants souvent comme une matière qui est exigée. D'accord? Je parle maintenant des étudiants en licence. On leur demande entre 1 an et 2 ans de langue étrangère. La plupart de ces étudiants ne seront pas rattachés d'une manière ou d'une autre au département de langue. D'ailleurs, je disais qu'un des grands problèmes qu'on a, c'est que les étudiants ne continuent pas après les cours élémentaires et les cours intermédiaires. Ils arrêtent. Non seulement ils arrêtent, les quelques étudiants qui continuent ne continuent pas jusqu'à la spécialisation dans cette langue. Donc, la plupart de ces étudiants se spécialisent dans une autre discipline, dans un autre domaine. Et le travail que nous devons faire, que nous ne faisons que rarement, je pense, mais que nous devons faire mieux, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rattacher l'étude de la langue avec les domaines qui intéressent les étudiants. Je vous donne un exemple. Nous avons des étudiants qui me disent « Moi, je voudrais bien prendre des cours de Swahili, je voudrais bien prendre des cours de langue africaine parce que je travaille dans ce qu'on appelle Sustainable Development, le développement durable, et je vais faire des cours, je vais faire du travail sur le terrain, je vais aller travailler sur des projets au Kenya, en Tanzanie, etc. etc. Par contre, prendre des cours de Swahili où on m'apprend un accès à la langue qui m'est inutile, qui n'est pas dans le domaine dans lequel je vais travailler, ne m'intéresse pas. Donc, il faut que l'on trouve des moyens d'intéresser ces étudiants et de leur offrir des cours et des cursus qui sont en adéquation avec leurs besoins. Pas vraiment les diriger vers ce que nous voudrions faire. Ou, par exemple, des cours d'hongrois où on parle de la linguistique hongroise qui est absolument fascinante, mais qui ne fascine pas vraiment les étudiants, surtout ceux qui veulent travailler en Hongrie ou sur des projets directement. Voilà. Bien. Il y a aussi une collègue de Calais donc, qui vous propose que si vous avez des étudiants apprenant le français, elle sera ravie de les mettre en relation avec les étudiants chez eux qui apprennent l'anglais. Quand je vois le nom Littoral Côte d'Opale, j'ai envie d'y aller moi-même. C'est absolument magnifique. Je n'ai pas d'étudiants moi-même. Je n'enseigne pas moi-même dans un département de langue. Je peux, si vous voulez, essayer de vous mettre en relation
avec mes collègues qui enseignent le français dans le département de français et de langue romane. Mais personnellement, je ne suis pas responsable de l'enseignement du français. Alors, dans ce cas-là, oui, vous avez qu'à nous écrire, vous avez mon adresse et je vous mettrai en contact avec Stéphane. J'ai comme toujours, parce que j'oublie, je ne suis pas très branché, je vais partager à nouveau, attendez. Voilà, si vous voulez mon adresse, je vais vous la donner. Alors, attendez, share screen. Voilà. Et puis, voilà, vous avez une jolie vue d'ensemble de Columbia et vous avez mon adresse email en bas. Voilà. Voilà, je la mettrai également dans le chat. Oui, voilà, ce serait peut-être plus... Voilà, ce serait très bien. Voilà, très bien. Alors, on a déjà répondu. Alors, il y a de très beaux projets télécollaboratifs en Europe, Intent par exemple, porté par Robert O'Dowd et Melinda Dooley par exemple. Merci. Alors, après, il y a des remerciements. J'y vais. Ah, français langue seconde, voilà, pour le fameux FLS. Voilà, très bien, merci. Les langues aux États-Unis ont-elles un statut? Pas vraiment. Pas vraiment. Et justement, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut essayer de changer leur statut au niveau institutionnel. Il faut essayer de relever le profil des langues au niveau institutionnel. Et je crois que justement, le travail qu'on a fait depuis mars 2020, le fait que les étudiants nous ont plébiscité pour le travail qu'on a fait, nous a ouvert ce créneau pour pouvoir parler à nos vis-à-vis de l'administration et on peut être écouté. J'ai été surpris qu'alors que traditionnellement, les administrateurs ne se tournent pas vers les cours de langue ou les enseignants de langue, il y a eu un retour pratiquement immédiat de l'administration envers les enseignants de langue à partir du mois de mai 2020. Oui, vous avez fait un super boulot, on vous remercie, sans vous, on n'aurait pas pu continuer, blablabla. Ça, pour moi, c'est une fenêtre ouverte. C'est l'opportunité de mettre en avant un projet, de leur dire, bon, ben écoutez, soutenez-nous. Ça ne peut pas être que du discours, ça doit être des actes. Donc oui, mais voilà, cette fenêtre se referme, elle se referme très rapidement.